Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui au mercredi 21 septembre de l'année 2016, 21 septembre, journée mondiale de la paix. Paix sur vous tous, paix à tout le monde entier. Nous sommes là dans l'émission Toc Toc de ce mercredi, le numéro 119. Nous avons ce matin en studio les confrères Sylvio Combe, il est du journal du site d'information africain rdv.com. Bonjour Sylvie. Junior, bonjour aux téléspectateurs de LCF et aux auditeurs de City FM. Il aura comme interrogo Basile Agbo, le doyen, il est un des anciens du domaine. Il est le patron du journal Akekle le Scorpion, qui pique très mal. Oui. Bonjour. Bonjour Junior et bonjour chers amis téléspectateurs de RCF. Et comme nous sommes dans la journée de la paix à tout le monde. Alors, dans la seconde partie, nous aurons comme invité André Kagnafanou. Il est le directeur exécutif du CACIT, aussi le coordonnateur du CCPR. Bien sûr, on nous dit ce que c'est tout à l'heure, dans 30 minutes avant. Toujours, mesdames et messieurs, voici la une des journaux. La une des journaux de ce mercredi 21 septembre 2016, nous démarrons par le journal Le Libéral de Fabrice Petiesi. Le Libéral qui tire à sa une, AG des Nations Unies, Faure Gnassingbé s'exprime à la tribune des Nations Unies ce mercredi. Le Togo soutient la candidature de Rumbo à la présidence du conseil d'administration du FIDA. Émeute en RDC, le facilitateur Edem Kodjo exprime sa compassion. La dépêche, le journal La Dépêche titre les manèges de la République, les réformes politiques pour le CAP 2015, la sécurité maritime pour unir. Route Lomé-Vaughan-en-Foin, un scandale insupportable. Sourd mécontentement au sein du parti Unir. Sommet sur la sécurité maritime, la faute politique de Favre. Bonne gouvernance, le Premier ministre hollandais va au service à vélo. Le président kenyan se rend chez son coiffeur avec des dizaines de limousines. Dans les cas, c'est également le journal Liberté, le quotidien privé Liberté, qui titre donc à sa une ce mercredi, réforme pendant que le CAP 2015 mobilise les populations. Les autres composantes de la classe politique, la société civile, en monde indifférence. Quelle solution pour obtenir les réformes? Application de la THC et grève au port autonome de Lomé, à qui profite tout ce merdier? Les transitaires non agréés se joignent à la grève contre l'application de la THC. Interview de Maître Léon Forster, l'avocat français d'Alberto Olympio. Ce qui n'est pas tolérable, c'est que le réquisitoire de non-lieu ait disparu. C'est une infraction pénale grave. Dans les kiosques également, ce mercredi, nous avons Télégram Sport 228 de Gabin Kwassidien, Cannes Gabon 2017, le roi, les éperviers et le mystère 9. Lyon, feuilleton du transfert raté, le Togo déchaîné, prend le parti la débailleur. Classement 2016, top 10 des artistes les plus riches d'Afrique. Et puis, forum de la semaine dans les kiosques sport autonome de Lomé, l'UPRAD en guerre contre la THT. Les transitaires agréés menacent de suspendre les missions de déclaration à la douane. Sommet de Lomé sur la sécurité et la sûreté maritime, Jean-Pierre Favre décline une invitation qu'Abaskabois attend impatiemment. L'indépendant express de Carlos Kitaou est dans les kiosques également. Auto-évaluation, autosatisfait subjectif, OTR, flagrant délit de mensonge et aveu d'échec. Le Togolais du Canada s'insurge contre le séjour de Fort. Les dessous de l'entretien avec l'OL chez Adebayor interview, il voulait savoir si j'étais marié. RDC, plusieurs morts et blessés et chef de la médiation forcée d'Edem Kodjo. Et enfin, dans les kiosques, l'alternative de Ferdinand Messa Haïté. Transport maritime en Afrique, comment le Togo s'est retrouvé au cœur du scandale du carburant toxique.
Port autonome de Lomé, les consignataires foulent au pied un arrêté ministériel. L'UPAD remonté contre le terminal Handling Charge THC. Et puis réforme politique CAP 2015 en tournée à l'intérieur du pays. Eh bien, c'est tout pour la une des journaux. On revient ici avec quelques journaux avec nous ici en papier. Nous avons par exemple Dounia Le Monde. Dounia Le Monde qui écrit: vente de carburant en Afrique, l'essence à la pompe serait-elle le plus toxique et mortel que le boulet? Réchauffement climatique, le Togo signe l'accord de Paris sur le climat. Et puis Tingo est avec nous également en version papier. La 111e session ordinaire de l'ONU à New York, Faure Gnassingbé présente les avancées des ODD dans son pays. Tournée d'information et de remobilisation de l'opposition. Empêcher à Bassa le convoi du CAP 2015 en marche dans les autres régions du pays. En RDC, Edem Kodjo vit Kodjo face à l'impossible médiation. Le jingle est la première partie de l'émission. Retour en studio avec nos deux invités, studio comme africain.com, Basile Agbo, journal. À quel est le scope? Bonjour, chers confrères. Bonjour, bonjour. Alors, nous allons démarrer par le premier sujet. Samedi dernier, un député de l'ANC à l'Assemblée nationale, en la personne de Ouro Akpo Tchaniao, a alerté l'opinion nationale et internationale sur les entraves que lui et la délégation qu'il conduisait dans la localité de Bansar, préfecture, dans la localité de Bandjeli, préfecture de Bansar, subissaient donc de la part des forces de l'ordre. Image à l'appui. Nous avons vu donc les hommes en tenue présents sur le lieu de la réunion qu'organisait donc la jeunesse de l'ANC conduite par Ouro Akpo Tchaniao. D'abord, votre réaction à cet état de fait? Merci Junior. Je crois pour ma part qu'il faut qu'on commence par éviter un certain nombre de rouges dans ce pays parce que l'ANC par exemple est un parti politique régulièrement constitué, et si ce parti se décide donc à s'avancer à l'intérieur du pays pour apporter des informations à ses militants ou bien bon à tous ceux qui veulent l'entendre, je crois que normalement la règle démocratique demande à ce qu'on les laisse faire ce qu'ils vont faire. Et bien s'il y a des empêchements et qui, aux yeux de l'opinion internationale, vont faire croire que nous sommes en train d'empêcher les partis de l'opposition d'évoluer normalement, je crois que ce n'est pas une bonne image pour le pays. Et donc des trucs comme ça mettent mal à l'aise l'évolution démocratique au Togo. Je crois qu'au niveau du ministère de la Sécurité ou bien au niveau des responsables politiques, il faut quand même mettre un peu de bémol autour de cette affaire-là pour ne pas toujours donner une mauvaise image de la politique dans le pays. La même question à vous, Sylvio Combé. Oui, comme l'a dit Basile, je pense d'ailleurs que les manifestations publiques au Togo sont réglementées par un texte. D'abord, il y a ce qu'on appelle la loi Bodjona, qui réglemente bien sûr les conditions dans lesquelles doivent s'exercer les manifestations publiques. Et dans la mesure où ces manifestations ne font pas entorse à cette loi, je pense que c'est de bonne guerre, c'est de bon ton d'ailleurs que le pouvoir public puisse laisser les manifestants ou encore les groupes organisés à se faire entendre. Encore que l'ANC n'est pas un parti de la dernière heure. L'ANC est un parti légalement reconnu par le gouvernement togolais. Donc je pense que c'est, je dirais tout de go que c'est une entorse à la manifestation publique. Et cela rappelle, je crois qu'on l'avait déjà dit ici sur ce plateau, j'allais dire que on tend peu à peu vers une interdiction catégorique de certaines manifestations au Togo. À l'intérieur du pays surtout. Oui, à l'intérieur du pays surtout. Mais ce n'est pas qu'à l'intérieur du pays. Parce que cela vous souvenez que le MMLK avait voulu faire des manifestations à Lomé qui ont été empêchées. On les a renvoyés carrément à la plage. Sur la baie, ben attendez, manifester c'est là comme manifester à la plage n'a pas de sens. Parce qu'une chose est qu'on veut manifester, mais on ne manifeste pas dans des endroits isolés. On manifeste pour exprimer son ras-le-bol. Mais à quoi ça sert d'aller caser les gens dans un coin et dire ok vous pouvez rester là et manifester parce que nous on ne veut pas que vous vous affichez. Il y a un. Et en plus il y a le CACIT, que cela vous rappelle, vous vous souvenez que le CACIT avait eu affaire à demander à faire une manifestation publique pour dénoncer un certain nombre de faits, la lenteur dans les procédures d'indemnisation des victimes, dans les tortures surtout, dans les événements de 2005.
Mais ces événements ont été empêchés. Donc ce n'est pas qu'à l'intérieur du pays. Encore, ça devient encore beaucoup plus dommageable quand c'est à l'intérieur du pays et que ce sont des groupes organisés qui sont légalement et officiellement reconnus par le pouvoir central de Lomé. Mais encore que ça craint qu'on marche inexorablement vers la répression ou encore l'interdiction systématique des manifestations publiques au Togo. Alors, dont on parlait du zèle des préfets des du pays ou bien encore des commissaires de police ou des chefs de brigade, parce que là, ça peut être du zèle, parce que rien ne prouve que c'est l'ordre a été donné de Lomé. Le zèle ne provient pas que des préfets. Même quand on parle de Lomé, il y a le président de la délégation spéciale de la commune de Lomé qui dit systématiquement que je ne veux pas de telles manifestations parce que et tout de go on envoie des gens à la plage. Encore que quand vous parlez des préfets et des maires, enfin les présidents de délégation spéciale, ça pose encore notre problème d'élection qu'on doit faire, de la décentralisation. C'est en fait ces sujets ou encore ces faits ne font que montrer un peu en fait la limite de nos organisations, en fait, je veux dire du pouvoir central de Lomé dans la gestion d'un certain nombre de faits. Et ce zèle est souvent remarqué pas seulement dans les affaires politiques. Aujourd'hui, on déplace ce zèle des préfets ou encore de ces représentants de l'administration, enfin de l'administration publique, du pouvoir central est souvent remarqué, pas qu'aujourd'hui en politique, même dans les affaires culturelles, on remarque dans les affaires sociales, on remarque que mais voilà, ces hommes aujourd'hui, parce que ils sont préfets, ils sont présidents de la délégation spéciale, ils se permettent tout et au fini, c'est les droits des populations qui sont brimés. Alors, Basile Abou, est-ce que vous pensez que le préfet de Bassar a reçu les consignes de Lomé pour essayer d'empêcher, ou d'intimider, parce que là, c'est pas d'intimidation, puisque au finish, ils ont tenu leur réunion. Est-ce que vous pensez qu'ils ont reçu l'ordre de Lomé ou bien c'est le zèle? Julien, vous savez, à chaque fois, nous avons évoqué ces histoires de zèle au niveau donc des préfets, des représentants de l'administration territoriale dans l'intérieur de nos préfectures. Mais lorsqu'on remonte un tout petit peu vers des histoires qui se sont passées au temps des histoires de la faune, vous vous rappelez, tout le zèle dont qu'on a reproché donc au préfet de l'époque. Mais je me dis que le ministre de l'administration territoriale a ce devoir-là, de faire une sensibilisation au niveau des préfets pour que le zèle à outrance, qui consiste donc à empêcher les marches, à empêcher les manifestations populaires, ne se répète pas. Et lorsqu'on se tait, on ne leur fait pas cette sensibilisation, je crois qu'on parle seulement d'un zèle, mais lorsque le supérieur hiérarchique ne vous rappelle pas, alors à chaque fois que vous poussez ce zèle-là, on a comme l'impression qu'il y a donc une complicité au niveau donc du supérieur hiérarchique, et donc on dira encore qu'il y a une complicité au niveau donc du sommet de l'État. Donc je crois que lorsque ces personnes qui ont pour rôle de représenter l'administration au niveau donc de nos préfectures se comportent de cette façon et on les laisse faire, même à Lomé on laisse faire des gens comme ça, et à l'intérieur du pays on laisse faire les gens comme ça. Je ne crois pas qu'on va continuer par dire que c'est du zèle de tel préfet, de tel autre préfet. La responsabilité incombe donc au ministre de l'administration territoriale qui doit sensibiliser donc ses membres et donc également au niveau du Premier ministre et pourquoi pas au sommet de l'État. Je crois que c'est très important. Si vous partagez l'avis, dans temps en temps, on va regrouper tous les préfets de territoire pour des séances d'entretien pour essayer de leur rappeler leur mission principale. Je pense qu'il faut le faire, mais encore que je ne sais pas si c'est déjà trop tard. Ça pose un problème aussi de compétence de ces préfets-là. Comment, sur quels critères on les a nommés? Généralement, c'est par le militantisme. Voilà, donc du coup, ça pose un problème. Si c'est que ce sont des gens outillés, formés et qui maîtrisent le droit. Parce que la manifestation, le droit à la manifestation est reconnu par la constitution togolaise, que c'est donné le peuple togolais. Et donc, du coup, quand un représentant de l'administration territoriale se permet de pousser l'outrecuidance, d'interdire à son gré les manifestations, je pense que c'est gravissime et il faut rappeler cela. Et souvent, comme l'a dit Basile, comme l'a dit tout à l'heure Basile, c'est parce que le pouvoir central de Lomé se tait sur ces faits que ça prouve véritablement qu'il y a une complicité. Et tant qu'on ne les reproche pas, on ne leur ramène pas la raison, ça les arrange, donc du coup ils se taisent et en tout cas ils avancent. On va évoluer. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a fait le trajet Lomé-Anéra, Lomé-Tchévi ou encore Lomé-Palimé hier, je ne sais pas. Vous avez fait? Dans la semaine, oui. En début de semaine, oui. Je ne sais pas si vous voulez parler de péage. En début de semaine, non, en fin de semaine dernière, oui, mais en début de semaine, non. Alors, depuis hier, vous allez payer dorénavant 500 francs pour votre véhicule. Si vous voulez vous rendre à Anéra, saluer vos parents, ouais. Ou bien vous voulez prendre un truc à Tchévi, à Davier ou encore aller à Palimé en week-end. Et c'est automatique, les frais de péage ont été augmentés et c'est effectif depuis hier. Basile Abou, je ne sais pas si vous êtes au courant aussi? Oui, l'information nous est arrivée.
c'est vrai, depuis quelque temps, le communiqué donc, intergouvernemental a donné ses précisions. Et je crois que c'est à partir de ce matin. Donc, non, c'est depuis hier. C'est depuis hier. Eh bien, je me dis que c'est vrai qu'on met les Togolais devant un fait accompli. La question se pose de savoir, est-ce qu'il fallait beaucoup plus de sensibilisation, beaucoup plus d'informations autour de cette affaire avant de le décider comme cela? Je ne sais pas comment est-ce que les trucs fonctionnent, mais j'avoue qu'il y a eu des grincements dedans. Les gens se posent la question de savoir, avec la cherté de la vie, avec tout ce que nous avons comme problème pour mieux vivre, et s'il faut encore débourser de l'argent complémentaire pour la circulation au niveau des péages, je crois que les gens ne sont pas contents, beaucoup ne sont pas contents, et du coup, ça va avoir des répercussions sur les produits et dans les marchés, parce que lorsque le chauffeur, par exemple, à qui vous demandez d'augmenter encore les frais au niveau du péage, ne vous attendez pas à ce qu'il continue d'appliquer les prix de transport qu'il avait avant. Les gens disent non, il n'a pas le droit de le faire, mais je me dis que avec le temps, ça va commencer par monter les frais donc de transport. Et du coup, ça donne l'impression, comme si lorsque nous avons le mandat social dont nous sommes en train de parler depuis que le chef de l'État a pris le pouvoir, on a comme l'impression que même avec le mandat social, depuis son nouveau mandat, on en parle donc de mandat social, mais on a comme l'impression que dans ce mandat social, on a beaucoup plus à souffrir. Est-ce que c'est parce qu'on veut avancer et qu'il faut accepter ces souffrances-là? Je crois que normalement, il faut le faire avec la population. Il faut informer la population, leur de la nécessité d'aller à ces coups-là et voir quelles sont les mesures d'accompagnement qui vont les faire. Et quand on le prend comme ça, comme décision, et qu'on impose à la population, je crois que quelque part, ça ne va pas très bien. L'augmentation est considérable, c'est de l'ordre de 70% à 100%. Oui, c'est quand même scandaleux. Oui, c'est quand même dommage parce que, en tout cas, on est au Togo, et c'est vrai qu'on se console, on dit qu'on est au Togo, et ça ira un jour. Mais c'est quand même gravissime, parce que il faut d'abord rappeler que le communiqué que nous on a eu a été signé, que ça devrait entrer en vigueur le 15 septembre. Donc moi j'ai pris la route, j'ai fait le trajet, Lomé à Nera. Mais c'est pas effectif. Ça n'a pas été effectif. Mais ils ont voulu nous sonder, voir la réaction de la population. Oui, mais vu que la population n'a pas réagi, eh bien ils ont dit bon, allez passer à la vitesse supérieure. Peut-être, c'est comme ça aussi les Togolais, ils disent qu'ils sont un peu trop pacifistes, ils sont pas violents et tout, mais en tout cas je crois que le gouvernement a péché. On n'a pas communiqué autour, on ne nous a pas dit les raisons fondamentales pour lesquelles cette augmentation est en train de se faire. Secondo, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement togolais a eu à faire descendre, à faire baisser par 3 fois, si j'ai encore bonne mémoire, les prix des produits pétroliers. Donc pour certaines personnes, et au même moment, les tarifs de transport n'ont pas baissé. Ce qui devrait être le cas. La régulation des prix n'a pas été faite. Et donc du coup, aujourd'hui, avec cette augmentation des frais de péage, avec juste un simple calcul, quand on dit qu'on paie au péage, c'est pas qu'on paie cette augmentation, surtout quand on prend les taxis, c'est 200 francs d'augmentation. De 300, on va à 500. Mais ça ne veut pas dire que ça fait juste une augmentation de 200. Le monsieur, il fait l'aller-retour. Ça fait 200, il paie 200. L'aller, il paie 200. Le retour, ça fait 400. Mais attention, ils ne sont pas bêtes. Ils vont systématiquement faire répercuter les 400 francs. Moi, je serai à leur place, je fais une répercussion peut-être de 50 francs rapidement. Je ne suis pas con. Ou encore que certains vont dire qu'ils ne font pas de la surcharge. Ils sont censés prendre 4 personnes, et donc je répercute les 100 francs, les 400 francs sur les 4 passagers que je vais prendre dans mon taxi, et encore que ça c'est encore Lomé à Nera, un péage. Mais bon Dieu, prenez par exemple Lomé d'Apaon, où vous devez traverser 4 péages. Ouais. Attention, mais où est-ce qu'on est? C'est considérable. C'est considérable, encore que pour les minibus, ça va jusqu'à 1500, mais quand même, bon Dieu, ça fait 3000. Donc, les gars, ils vont répercuter. Et du coup, quand les bonnes femmes vont au marché, les revendeuses vont au marché et reviennent. Mais attends, c'est normal que ces dames-là vont répercuter. Le flux là, ou encore cette marge-là. Dans alimentaire également. Encore que, je ne sais pas si vous avez fait le tour. Moi, j'ai l'habitude d'aller au marché, de faire des emplettes moi-même. Je ne sais pas si vous avez encore fait le tour au marché, de constater comment les prix des denrées alimentaires ont flambé. Pas avant l'augmentation des frais de péage. Mais encore avec cette augmentation, mais bon Dieu, où est-ce qu'on va? Il faudrait que l'État soit responsable. Quand je dis l'État, je vais encore rectifier, le gouvernement soit responsable dans la prise de certaines décisions. Il faudrait qu'on nous dise clairement, encore que ça rappelle un passé douloureux. Les frais de péage qui ont été toujours collectés, je ne sais pas si j'ignore, le gouvernement nous a une fois fait les comptes pour nous dire qu'en cette année, on a eu à faire tel nombre de recettes.
tel montant en matière de recettes. On ne l'a jamais fait. Avec tout ce qu'on a eu, avec le fer, la CAPER et tout cette gestion catastrophique qui a été faite aujourd'hui. On nous impose encore, je dis imposer, parce que ça n'a pas été un truc de façon concertée, à ce que je sache, avec les acteurs de la société civile, avec les conducteurs, les syndicats. Juste du coup, comme ça, le gouvernement s'est levé et a fait imposer cette augmentation. Je crois qu'il a péril dans la demeure. Et je crois qu'il y a des organisations de la société civile, notamment le même cas et encore la LCT, qui ont demandé à ce que les gens ne respectent pas cette décision. Encore que... Mais il y a les forces de l'ordre au point de péage qui sont là pour faire exécuter ça. En tout cas, c'est les Togolais. Moi, je suis journaliste, je ne vais pas demander, je ne vais pas lancer un mot d'ordre de grève. C'est pas le cadre aussi d'attribuer pour le Voilà, merci. Donc, moi, je suis journaliste, je constate et je relais. Et donc, du coup, en tout cas, si les Togolais veulent bien assumer ou encore se faire de lancer de gros mots, c'est quand même dommage qu'on continue dans cette dynamique, surtout que le chef de l'État, pour son deuxième quinquennat, il faudrait qu'il le prouve. Ce n'est pas juste des paroles qu'il faut lancer, il faudrait que ça se transmette, que ça se voit, que ça se fasse remarquer dans les actes. Oui, pardon, le troisième, il faudrait qu'on le remarque. Il a dit le mandat social. Mais bon Dieu, c'est quoi le social? Le social, ce n'est pas les sommets. Disons, c'est pas les sommets, c'est plutôt comment faire répercuter la situation économique dans les assiettes. Dans le panier des ménagères. Merci. Alors, au fini, si on le voit à la fin, c'est le bas peuple qui va en pâtir, parce que cette augmentation-là, c'est nous, nous qui sommes en bas, c'est nous qui en avons souffert. Mais je dis, c'est clair, il ne faut même pas se poser la question de savoir qui en souffre. C'est le bas peuple qui en souffre. Parce que lorsque vous voyez même les missionnaires ou même les députés, ils ont ce qu'il faut pour aller à ces péages-là. Parfois, moi-même, j'ai constaté, lorsqu'il y avait la CENI à l'époque, des gens de la CENI, avant de circuler, avaient un carton qu'ils brandissaient donc au péage, soi-disant pour payer donc les frais de péage. C'est-à-dire ils avaient un truc déjà qu'on leur a remis, et pour payer les frais de péage, ce n'est pas de leur poche qu'ils c'est ça, les voitures gouvernementales ne paient pas de péage, voilà, c'est clair. Alors, donc, je me dis que c'est le bas peuple qui continue de payer, c'est le bas peuple qui continue d'en souffrir. Alors, il faudrait que les dirigeants se disent, non, on ne va pas continuer par faire souffrir ce bas peuple-là. Il faut qu'à un moment donné, nous répercutions ce que nous avons dit comme mandat social sur la population pour qu'elle aussi se sente un peu plus à l'aise. Et pour le général de Safer, hier sur la télévision nationale, disait que le gouvernement a consenti beaucoup d'efforts, plus de 1000 milliards qui ont été engloutis dans la nouvelle route, donc il va falloir un peu renflouer les caisses. Enfin, c'est la raison fondamentale de l'augmentation. Non, faudrait pas, excusez-moi, il ne faudrait pas qu'on prenne des Togolais pour des bêtes. Mais les péages, quelles recettes les péages ont pu faire pendant les années où on construisait les routes? En plus, il ne faudrait pas, parce qu'on a construit des routes, commencer par demander aux Togolais de payer là tout de suite. Mais pour certains analystes, c'est comme si c'est la réduction des frais de prix sur les produits pétroliers que le gouvernement est en train de récupérer autrement sur le péage. Encore que moi, je n'ai pas de station d'essence. Ce sont les mêmes personnes qui sont dans le gouvernement qui ont les stations d'essence. Ils veulent, je donnerai raison à ces analystes-là qui veulent récupérer ce manque à gagner là sur les frais de péage. Mais c'est quand même dommage, il ne faudrait pas qu'on prenne les Togolais pour des bêtes. On va évoluer, on va en RDC. La RDC où ça chauffe depuis lundi dernier et on a vu des images horribles sur les réseaux sociaux, à la télé. C'est vraiment pénible, triste ce qui se passe. On a vu les sièges des partis politiques incendiés. Les gens étaient à l'intérieur, on les a brûlés vifs. Mais quand même, c'est scandaleux que je passe en RDC. Bien, c'est triste de constater ce qui se passe aujourd'hui en RDC. On a comme l'impression que les Aïrois, je viens de le dire, vont regretter Mobutu. Parce que je me dis que à l'époque de Mobutu, ça se passait, c'était la dictature, mais au moins c'était une dictature un peu plus légère. Mais au jour d'aujourd'hui, ce qui se passe en RDC, j'ai comme l'impression d'accuser la communauté internationale quand je ne veux pas créer des problèmes de diplomatie, mais je me dis que quand le président Kabila II est arrivé au pouvoir, les conditions dans lesquelles le président Kabila II est arrivé au pouvoir, jusqu'à présent, ça n'a pas été élucidé. Parce qu'il y avait son père qui était là. On a tué son père. Il est mort d'une façon qu'on ne comprend pas. Et devant nous tous. Et jusqu'à présent, les enquêtes n'ont pas abouti pour savoir qui a tué ou bien qui a fait tuer. Mais il y a des gens en prison. Il y a des gens en prison. Bien. Donc les choses sont restées comme ça. Et on a laissé le fils Kabila continuer. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il donne l'impression d'un président dictateur, d'un président qui a le bras en acier et continue de martyriser sa population depuis lors. Et la communauté internationale se
tait. Et les puissances internationales se taisent et ça continue d'évoluer. Et jusqu'à quand? Non, vous pensez qu'ils se taisent? Les gens ne Ils réagissent. On a réagi, il y a même des missions qui sont dans le pays. Mais le monsieur refuse d'écouter, vous voulez qu'il fasse quoi? Ce qu'on a fait aux autres, dans les autres pays, par exemple en Libye, on a vite fait d'aller chasser. Et ça aussi, on a condamné. Les Africains ont condamné. Posé par Sarkozy à l'époque. Quand est-ce que ça a été condamné? Parce que après que le président libyen ait perdu la vie, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé par condamner. Et ça dit que il ne faut pas faire deux poids, deux mesures dans un même... Mais la RDC est un pays indépendant et on ne peut pas aller dire chasser à la limite Kabila. On a chassé des gens. On a chassé des gens en Côte d'Ivoire. On a chassé le président. Ça pose aussi un problème de souveraineté. C'est ce que, oui, ça pose un problème de souveraineté. C'est ce que les chefs de l'État vont vous brandir. Mais aujourd'hui, avec l'évolution, avec les réformes au niveau de l'Union africaine, l'Union africaine a aujourd'hui les moyens d'intervenir dans des États, même si les États ne les saisissent pas. Et donc, en réalité, je pense que il fallait s'y attendre. Aujourd'hui, la RDC a feu et à sang parce que quelque part, le Kabila n'a pas su entendre la population. Aujourd'hui, moi, je dirais que ce n'est pas sa venue au pouvoir qui aujourd'hui préoccupe les Congolais, mais plutôt son intention de rester au pouvoir. C'est ça le problème. Parce qu'en fait... il faut rappeler que avant, quand il est arrivé, il a terminé le mandat de son papa, et après il a fait 2 nouveaux mandats, et là il ne veut pas quitter. Voilà, parce qu'il veut qu'on prolonge son mandat de 2 ou 3 ans. C'est pourquoi il veut qu'on fasse d'abord des consultations, on fasse ci, on fasse ça, pour faire traîner, et après on dira que le temps n'est pas respecté, donc il faut rester le délai constitutionnel voilà, est dépassé, on est tombé dans un vide juridique, un vide constitutionnel, donc du coup, voilà un peu les arguments que le monsieur était en train de brandir, et les Aérois ne sont pas cons, ils l'ont vite. Les Congolais l'ont très vu, parce qu'on parle de la RDC, les Congolais l'ont très vite vu de loin, ils ont demandé. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que le Togolais Edem Kodjo a été envoyé en médiateur, mais encore qu'aujourd'hui, à ce stade, il faut dire que le dialogue qu'il est en train de mener est un échec. Qu'il y a envoyé dans ce merdier, parce que là, au finish, ça dit le terrain ne lui facilite pas la tâche. Oui, mais être médiateur... Et de l'autre côté, on lui complique la tâche et c'est compliqué là. Oui, mais être médiateur, ce n'est pas seulement quand il fait bon vivre qu'on t'envoie. C'est justement quand ça pète. Quand ça sent mauvais. Mais là, ça sent trop mauvais cette fois-ci. Non, mais je pense qu'il n'a pas bien joué sa carte. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? Oui, parce que, non, on ne va pas revisiter l'histoire, mais en fait, au départ, aujourd'hui, il pense que c'est la RDC qui est au dialogue. Non, ce n'est pas la RDC qui est au dialogue. Non, c'est la majorité qui est au dialogue, sauf le bras radical, bien la partie extrémiste, incarnée par Tshisekedi, on le connaît depuis. Voilà, et Tshisekedi, il y a toujours le non, depuis le Mobutu, Kabila pèse, c'est toujours non, on le connaît. Je pense que, enfin, il aurait très vite compris qu'il allait voir un peu comment jouer ses cartes pour avoir avec lui Étienne Tshisekedi. S'il a Étienne Tshisekedi avec lui dans le dialogue autour de la table de discussion, je ne pense pas qu'on arriverait là. Parce que je crois en début de semaine dernière, il y avait eu des propositions qui ont été faites comme quoi il y a certains hommes de l'opposition qui seront désormais, il y aura très bientôt un remaniement gouvernemental au niveau de la RDC, et certains ténors de l'opposition, enfin ceux qui sont au dialogue, seront intégrés au gouvernement, et donc du coup... Le camp Vital Kamere, voilà, et donc au dialogue. Je pense qu'en tant que médiateur, c'est là en fait, il n'a pas su faire son devoir de maison. Mais non, revenons à Kabila. Est-ce que vous trouvez normal que les gens sortent? L'opposition est sortie pour manifester, demander que la CENI respecte le délai constitutionnel. Et pour la simple raison, on sort des chars, des fusils d'assaut, on tue les gens, on brûle des sièges des partis politiques, y compris les gens qui sont à l'intérieur. C'est ce que je me disais, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne tourne pas rond dans ce pays. Parce que si tant est que l'opposition réclame un certain nombre de choses, c'est normal dans un pays où vous avez l'expérience de la démocratie, il faut s'attendre à ce que l'opposition revendique un certain nombre de choses. Alors, si l'opposition revendique ces choses-là et que vous ne voulez pas le leur concéder, ce n'est pas la peine d'aller envoyer des militaires, d'aller envoyer des armes à feu pour les tuer. Vous aurez pu, puisqu'il y a un médiateur qui est là, on aurait peut-être pu s'adresser à ce médiateur pour lui dire, bon, essayez de voir comment nous pouvons gérer cette affaire. Donc ça veut dire qu'en clair, que même le président en exercice est en train de se moquer du médiateur.
Parce que si le médiateur est là, et devant ce médiateur, on se permet d'envoyer des militaires pour massacrer les gens, pour massacrer les sièges des journaux, donc il se moque du médiateur. Et donc, du coup, le médiateur devait se dire, mais si, du côté donc de celui, peut-être que je viens un peu arranger, et ceux qui sont en train de crier sur moi, que je veux arranger l'autre, je n'ai même pas la place, je n'ai même pas la possibilité donc de gérer le truc avec lui, eh bien, il faut qu'il se dise, qu'il sorte du jeu, et qu'il laisse faire. Et pour que la communauté internationale comprenne que le problème qu'il y a au niveau de la RDC, ce n'est pas une petite affaire, et qu'on prenne les mesures qu'il faut pour gérer cette affaire-là, au lieu de laisser les massacres continuer. Ce qui est paradoxal, on a vu les forces de la MONUSCO qui sont là en RDC et qui sont là impuissantes et qui laissent faire. Alors que cherchent-ils? Non, ces militaires de l'ONU qu'on paie à coups de milliards, ils font quoi au finish en RDC? Non, il faudrait aussi comprendre les missions des Nations Unies. Les missions des Nations Unies n'interviennent que quand ils ont mandat à intervenir. Et ça dépend de la résolution sur laquelle elles sont en train de travailler. Pas intervenir, même, elles peuvent quand même empêcher les massacres des populations. Tant qu'on ne leur donne pas le mandat, elles n'interviennent pas. Il y a des forces d'interposition, il y a aussi des forces d'action. Tant que il n'y a aucune résolution qui est prise pour leur demander d'intervenir, elles n'interviennent pas. Que cela vous souvienne encore ce qui s'est passé encore après, dans les événements de la radio de Mille Collines, il y a des gens il y a la mission qui a regardé faire, après on les a accusés. Mais justement, c'est une question de résolution. On ne va pas faire les mêmes erreurs dans tout le pays. Bon, là encore, c'est notre problème. Lundi, mardi, que les forces de mission n'interviennent pas, pour essayer d'empêcher les militaires. Elles ne pourront pas intervenir, elles ne pourront pas intervenir tant que leur mandat ne leur accorde pas le droit d'intervenir. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème aujourd'hui avec les missions des Nations Unies. Elles vont intervenir. Donc on peut assister au mandat bis. Voilà, c'est ça. C'est ça en fait. Et tant qu'il n'y a pas cette résolution qui est prise pour leur demander d'intervenir, elles n'interviendront pas. Mais encore que je vais encore revenir en arrière. Et vous avez dit tout à l'heure pourquoi ils ont sorti les chars. En fait, quelque part, j'ai compris que c'était de la provocation. Parce qu'en fait, la population sont sorties pour réclamer un certain nombre de choses, pour qu'on puisse respecter le délai constitutionnel. Le délai constitutionnel. Et donc, je ne pense pas que Kinshasa avait le droit de sortir des armes. Et aujourd'hui, ça crée le chaos. Vous avez vu des civils qui se sont emparés des fusils. C'est ça. Ils ont arraché les armes aux militaires. Et là, attention, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça va finir. Et quand les civils prennent les fusils des gens, vous avez vu qu'il y a aujourd'hui des supermarchés, des magasins qui sont vandalisés, et donc ça craint, mais il faudrait rapidement, ce que moi je vais peut-être dire pour répondre, c'est que le Conseil des Nations Unies se réunisse rapidement pour prendre des résolutions pour permettre justement... Là, nous sommes en plein assemblée générale de l'ONU, il parle, il y a des cas de voilà. De ça. Il faudrait justement que la société civile congolaise, Kinshasa, puisse se faire entendre, demander à ce que le Conseil puisse... Mais Filimbi, ils ont été noyés depuis. On va évoluer, on va marquer une pause. Notre invité est là, André Kadiafane, peut-être avec lui, on va essayer de poursuivre la discussion sur la RDC. Mesdames, Messieurs, la publicitaire derrière notre invité. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Merci à Nessora Kapovi. Retour en studio avec notre invité André Kadiafane. Bonjour Monsieur Afanou. Bonjour Junior, bonjour Monsieur Agbo et puis Silvio. Comment vais-je vous appeler ce matin? Le directeur exécutif du CACIT ou bien le coordonnateur du CCPR? D'abord, je suis André Kadiafane. J'ai eu le privilège pendant des années effectivement de travailler comme directeur du CACIT. Mais effectivement, depuis 3 ans et officiellement depuis la semaine dernière, je suis le coordinateur Afrique centrale, Afrique de l'Ouest du Centre pour les droits civils et politiques. C'est une ONG internationale basée en Suisse, donc moi je suis un peu le coordinateur, je couvre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Ça veut dire que vous avez quitté le CACIT? Non, disons que c'est d'ailleurs dans le cadre du travail du CACIT que déjà en 2011, lorsque le Togo devait passer au Comité des droits de l'homme à New York, j'ai eu à collaborer avec ce centre-là. Nous avons fait un travail qu'ils ont apprécié et ça les a amenés à solliciter mon expertise pour travailler sur d'autres pays. J'ai eu la chance effectivement
sur les 3 ans qui sont passés, de travailler sur des pays assez diversifiés, en Afrique de l'Ouest, le Tchad, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Bénin. En Afrique centrale, j'ai travaillé au Burundi, j'ai travaillé au Rwanda. Je suis même allé à Haïti pour ce travail-là. Donc, je rends grâce à Dieu aujourd'hui que le centre est jugé utile d'ouvrir officiellement à partir de Lomé un bureau, effectivement, qui permettra de superviser le travail dans la sous-région et aussi d'accompagner la mise en œuvre des recommandations du Comité des droits de l'homme de l'ONU. Justement, quelle sera la mission de ce centre qui vient d'ouvrir son bureau aussi à Lomé? Alors, quelle est la mission du centre? Je pense que pour que nos compatriotes comprennent bien le rôle et la portée du travail que nous sommes en train de faire, il faut comprendre que dans le domaine des droits de l'homme, il y a plusieurs instruments qui sont utilisés. Le premier instrument que tout le monde connaît, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais il faut savoir que cette déclaration sur le plan juridique n'est qu'une déclaration. Elle n'oblige aucun État. Et donc en 1966, la communauté internationale a jugé utile d'adopter 2 pactes essentiels. D'abord le pacte pour les droits civils et politiques, qui régit un peu le droit à la justice, la liberté d'expression, la liberté de mouvement, de circulation, le droit de ne pas être torturé et tout ce qui rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle la première génération des droits de l'homme. La deuxième génération, donc les droits civils, les droits économiques, sociaux et culturels, ont aussi fait l'objet d'un second pacte. Donc mon travail en fait consiste à faire en sorte que la société civile, dans tous les pays que je couvre, puisse être armée pour comprendre comment est-ce que le pacte pour les droits civils et politiques doit être mis en œuvre et quelles sont les obligations des États lorsqu'ils vont aux Nations Unies. Il faut savoir qu'au terme donc, de la signature, de l'adhésion de chaque État au pacte pour les droits civils et politiques, il y a des rapports qui sont obligatoirement faits 4 ans, chaque 4 ans. Le Togo était là en 91, le Togo aurait dû passer déjà, mais il y a des retards de calendrier. Mais il faut donc dire que l'instance principale... En 2011, vous voulez dire? Oui, en 2011. Qu'est-ce que j'avais dit? 91. Ah, sorry. Donc, l'instance principale qui surveille la mise en œuvre du pacte dans tous les pays, c'est le Comité des droits de l'homme. Donc, c'est un comité composé d'experts, un certain nombre de personnes ressources, des professeurs d'université, des avocats, des magistrats, des acteurs de la société civile. Donc, c'est ce comité-là qui, dans tous les États, analyse la situation des droits civils et politiques et fait des recommandations à l'État. Et donc, mon travail consiste, chaque fois qu'un pays, qu'un gouvernement doit passer au Comité des droits de l'homme à Genève, donc, à sensibiliser d'abord les défenseurs des droits de l'homme sur l'importance de cet outil pour eux. Ensuite, nous les aidons à élaborer un rapport alternatif. Par rapport, les États généralement viennent dire que tout se passe bien, comme dans le meilleur des mondes. Donc il appartient à la société civile. Au Togo par exemple, lorsque l'État vient dire que pour lutter contre la torture, nous avons adopté un nouveau code pénal et nous avons cessé de détenir des gens à l'ANR, la société civile, moi je les aide à informer les membres de l'ONU qu'en réalité le code pénal qui a été adopté propose une prescription de l'acte de torture, alors que la Convention internationale qui régit la matière, qui est la Convention contre la torture, dit que la torture est un crime imprescriptible. Cette précision-là, si la société civile ne l'apporte pas, l'ONU ne peut pas le savoir. Deuxième activité que nous faisons, si vous voulez, deuxième point toujours par rapport à la torture, au Togo par exemple, ça fait vraiment près de 5 ans qu'on demande que les auteurs d'actes de torture puissent répondre de ce qu'ils ont fait. Ça n'a jamais été le cas. Ce qui semble consacrer l'impunité. Et donc il appartient à la société civile, lorsque le Togo passe devant cette instance-là, d'apporter ces précisions pour que les Nations Unies n'aient pas l'impression que tout se passe véritablement bien. Ça, c'est un peu le travail que je fais. Le deuxième axe du travail, c'est effectivement d'accompagner ces ONG-là à Genève. Parce que la plupart des ONG nationales ne savent pas comment ça se passe à Genève. Lorsque vous arrivez, qui il faut contacter, avec quelle mission diplomatique discuter, c'est le deuxième axe. Le troisième axe, enfin, c'est qu'une fois que le Comité des droits de l'homme propose des recommandations à un État, donc nous faisons des missions de suivi dans cet État-là. Il y a 2 semaines, par exemple, j'étais au Bénin, nous avons rencontré les membres du gouvernement, les responsables de l'Assemblée nationale et un certain nombre d'acteurs de la société civile, des missions diplomatiques, justement pour suivre est-ce que l'État du Bénin a effectivement commencé par mettre en œuvre les recommandations qui sont formulées. Voilà un peu les grands axes. Alors, quel sera l'impact de l'ouverture de ce bureau du CCPR ici au Togo sur notre pays? D'abord, je pense que, vous savez, chaque pays aspire à rayonner sur le plan international. Et donc, à partir de ce moment, une ONG internationale, vous savez, Amnesty International, par exemple, a implanté un bureau Afrique de l'Ouest à Dakar. Et il y a beaucoup d'ONG internationales qui sont basées à Dakar. En Afrique de l'Est, il y a beaucoup d'ONG internationales qui sont basées plutôt au Kenya. En Nairobi. Voilà. Et donc, que nous puissions avoir le privilège, nous, Togo, d'être un peu au cœur des droits civils et politiques en Afrique. Je peux vous dire que ce centre est le principal interlocuteur du Comité des droits de l'homme de l'ONU au niveau de la société civile.
De la même façon, pour ceux qui vont souvent à Genève, de la même façon que dans le cadre de l'examen périodique universel, le principal interlocuteur du Conseil des droits de l'homme, c'est UPR Info. C'est une ONG internationale aussi. En même temps, pour que les gens comprennent encore mieux, quand vous prenez la Convention contre la torture, le principal interlocuteur, au niveau de la société civile toujours, du comité contre la torture, c'est l'OMCT. Donc disons que le centre qui, dans toute l'Afrique pour le moment, va travailler à renforcer les acteurs de la société civile sur les pactes pour les droits civils et politiques, la liberté, j'ai cité ces libertés en tout temps, je pense que c'est un privilège pour notre pays. Ensuite, je dois saluer un peu la diligence avec laquelle les autorités togolaises nous ont signé l'accord programme. Je pense que lorsqu'on parle un peu de la situation des droits de l'homme au Togo, nous sommes prompts à faire beaucoup de critiques, mais c'est très important que lorsque les autorités posent un acte dans le bon sens, qu'on puisse le saluer. Et donc nous avons la première autorisation depuis près de 2 ans, et lorsque effectivement nous avons annoncé l'ouverture du centre, au niveau du gouvernement, j'ai constaté beaucoup de diligence pour que l'accord programme qui puisse nous permettre de nous installer soit signé. C'est le cas depuis une dizaine de jours. Le gouvernement vous accompagne volontiers? Oui, et je pense que c'est parce que le gouvernement a compris qu'une institution internationale de protection des droits de l'homme qui vient s'installer forcément dans notre pays, d'abord le premier avantage c'est l'expertise technique. Parce que lorsque le bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme était là, un certain nombre de défenseurs, dont moi-même, avons bénéficié de beaucoup de formations. Et nous avons eu des possibilités d'aller à des missions et d'avoir accès à des experts internationaux qui sont venus travailler avec nous. Dans le cadre du Centre pour les droits civils et politiques, nous avons par exemple la semaine dernière fait une consultation régionale qui a regroupé des acteurs du Tchad, de la Mauritanie, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso et du Togo. Il y avait 3 catégories d'acteurs. Les représentants des gouvernements, les représentants des assemblées nationales, donc des députés à l'Assemblée nationale, togolaise, burkinabé et Bénin et d'autres. Nous avons eu les commissions nationales des droits de l'homme de tous les pays et des acteurs de la société civile. Donc ces experts-là sont venus invités par notre centre depuis Lomé, justement, voyez-vous, pour que nous puissions réfléchir sur le travail que nous avons fait depuis et que nous puissions voir quelle est la meilleure stratégie à adopter pour que le bureau de Lomé soit un bureau véritablement opérationnel. Mieux, nous avons fait venir M. Yad Benachou, qui est un expert tunisien du comité des droits de l'homme. Et je peux vous dire que moi qui fréquente un peu le comité des droits de l'homme des Nations Unies depuis 3 ans, lorsque M. Yad Benachou prend la parole devant un gouvernement et qu'il se met à poser des questions, j'ai vu beaucoup de gouvernements avoir des sueurs froides. Trembler. Donc, effectivement, disons que nous avons cette possibilité-là aujourd'hui à travers le centre de faire venir des personnes ressources. Et l'une des dernières personnes que je peux citer, c'est que la semaine passée, vous l'aurez certainement suivi, nous avons fait venir Mme Jacqueline Moudeina. Nous l'avons reçue sur ce plateau grâce à vous. Et je pense que c'est moi qui vous dis merci pour cette opportunité-là, parce que j'ai estimé que Mme Jacqueline Moudeina ne pouvait pas venir à Lomé, passer inaperçue, rester à l'hôtel pour notre atelier, ne pas parler aux Togolais, ne pas parler aux défenseurs togolais. Et donc, effectivement, cette personnalité-là, j'ai eu le privilège de travailler avec elle lorsque j'étais à N'Djamena, de faire le rapport et tout le processus que j'ai décrit. Et donc, nous avons aujourd'hui, à partir de Lomé, la possibilité de couvrir et de connaître les défenseurs, de savoir qui est expert, qui ne l'est pas, et de faire venir depuis le comité des droits de l'homme de l'ONU à Genève un certain nombre de personnes ressources pour travailler avec nous. Je pense que c'est une bonne chose. Moi j'ai toute une première question. En fait, je pense qu'en matière d'intention, en matière de bonnes choses, de bonnes incantations au Togo, on est champion. Mais est-ce que déjà, parce que ce que vous avez dit au niveau du CCPR, je crois que c'est une très bonne initiative, mais ça demande à ce que le Togo soit d'abord un bon élève en matière de respect des droits de l'homme. Est-ce que parce que si le Togo coiffe d'autres pays et que même au Togo on voit des violations flagrantes des droits de l'homme, est-ce que quelque part il n'y a pas péril à la demeure, que ça ne va pas avoir également de répercussions sur votre centre? Vous savez, le travail que nous faisons en tant que défenseurs, et d'ailleurs vous, des médias, nous amène à constater que il n'y a pas dans l'absolu, je pense qu'il faut être honnête pour le dire, un pays où en matière de droits de l'homme, on est dans un paradis. Même les grandes puissances qui nous donnent des leçons, on les voit commettre des bavures policières, on les voit arrêter des gens. Et on voit un peu, dans un pays comme la France, par exemple, Nicolas Sarkozy, lorsqu'un procès doit être fait contre lui, dire que la justice est instrumentalisée. Une fois qu'on a dit ça, donc on va parler du Togo sans complexe. Un deuxième exemple que je voudrais donner par rapport aux missions que j'avais à effectuer, moi je suis allé dans un pays comme le Burundi, du président Pierre Nkurunziza. Je suis allé dans un pays comme le Rwanda, et je peux vous dire que dans ces pays-là, ce n'est même pas facile de monter sur les antennes et de parler des droits civils et politiques. Moi je suis allé au Burundi au moment où le président Nkurunziza voulait restreindre drastiquement la liberté d'association, où les ONG devaient venir demander une permission chaque année, avant d'exister.
Au Rwanda, par contre, c'est un peu plus compliqué. Vous ne pouvez même pas, en tant que défenseur, animer un atelier et que vos collègues rwandais puissent vous parler facilement. Oui, mais André, est-ce Maintenant, que une vous fois pas qu'on a faire dit la ça, comparaison avec les non, pays non, non, qui... je pense que c'est important de placer le contexte. Oui, allons-y, Oui, voilà, une fois qu'on a dit ça, on ne va pas rester dormir sur nos lauriers. Moi, je suis le premier à dire que s'il y a un domaine dans lequel les autorités togolaises font preuve de laxisme et même de mauvaise volonté, c'est le domaine de la lutte contre l'impunité. Ça fait très longtemps que le comité des droits de l'homme notamment a dit déjà en 2011 à l'État togolais que par rapport aux victimes de 2005, lorsque vous engagez un processus de justice transitionnelle, ça ne vous empêche pas de faire droit justement aux plaintes qui sont déposées par ces victimes-là devant les tribunaux. Ça n'a jamais été fait. La Cour de justice de la CEDEAO a condamné l'État togolais pour violation du droit à la justice. Quand une cour vous condamne, vous êtes obligé d'exécuter la décision. Mais ça fait 3 ans que nous attendons que cette décision soit exécutée. C'est pour dire que je partage votre avis, mais c'était important avant de critiquer, de montrer qu'il y a des évolutions. Je pense que c'est très important de le souligner. Un autre domaine où la lutte contre l'impunité relève d'un défi pour les autorités togolaises, c'est la question de torture. On ne comprend pas pourquoi un certain nombre de personnalités citées dans des affaires de torture continuent d'occuper des postes de responsabilité. Donc, j'estime qu'en matière effectivement de lutte contre l'impunité, le gouvernement ne fait pas des efforts. En matière de garantie de droit à la vie, dans notre pays, on a vu à Adéoui des personnes civiles sortir avec des gourdins, des machettes. Et moi, j'ai reçu à mon bureau un jeune en classe de 3e à qui on a crevé l'œil. Et un membre du gouvernement à l'époque avait cru utile de dire qu'il comprenait ceux qui s'en sont pris aux manifestants qui manifestaient de façon pacifique. Le 15 septembre 2011. J'estime que effectivement, dans le domaine de la lutte contre l'impunité, dans le domaine de la garantie du droit à la justice, dans le domaine de l'indépendance de la justice, il y a trop d'efforts à faire et je ne vois pas les autorités effectivement aller dans le bon sens. Un dernier point. Oui, mais M. Kanya, en fait... Non, le dernier point, on écoute, on évolue. Un dernier point que je voudrais souligner, parce qu'on parle des droits de l'homme, c'est que l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme garantit aux citoyens le droit de choisir leurs dirigeants. Il me semble que ce droit pose problème dans notre pays. Parce que les règles qui régissent les élections ne sont pas des règles équitables. Ça, tout le monde le sait. Mieux, lorsque les dirigeants sont choisis, l'un des principes importants en démocratie, c'est la redevabilité. C'est-à-dire que la possibilité, même l'impérieuse nécessité pour les dirigeants de rendre compte à leurs citoyens. Je pense que ce n'est pas effectif au Togo. Je suivais un peu les débats que vous aviez faits tout à l'heure, entre autres sur l'augmentation des prix au niveau des péages. C'est parce que justement dans notre pays, les dirigeants, me semble-t-il, n'ont pas cet égard-là envers les citoyens et ne rendent pas compte suffisamment que les problèmes là se posent. Donc je suis en fait d'accord avec vous, mais c'était important, avant de dire que je suis d'accord avec vous, de préciser que la situation n'est pas totalement noire, qu'elle n'est pas totalement blanche non plus. Non, mais moi, ma question était de savoir, est-ce que, bon, si le Togo n'est pas un bon élève, est-ce que ça ne risque pas un peu de porter un sérieux coup à votre travail et donc du coup au niveau sous-régional que vous êtes en train de quoi faire? Non, aucunement. C'est-à-dire que le centre que nous dirigeons à partir de Lomé n'est pas un centre qui travaille seulement sur le Togo. C'est un centre basé au Togo, mais qui va suivre l'effectivité des droits civils et politiques au Togo. Le Comité des droits de l'homme de l'ONU a formulé des recommandations à l'État togolais depuis 2011. Nous avons d'ailleurs, avec les ONG togolaises, envoyé un rapport de suivi, parce que le Togo va être analysé encore certainement en 2017, sous l'angle du pacte pour les droits civils et politiques. On a envoyé un rapport. Donc ce que nous faisons simplement, c'est de faire une analyse objective de la situation dans le pays. Et je pense que l'honnêteté, c'est un peu ce que j'essayais de dire, l'honnêteté commande de dire que, en réalité, il y a des pays où la situation est pire, mais il y a des pays où la situation est meilleure. Mais puisqu'il faut toujours aspirer à aller de l'avant, nous ne disons pas que la situation est pire pour nous contenter des petits efforts que nous faisons, mais nous faisons une analyse objective pour que notre État comprenne que dans certains domaines, il y a des avancées importantes qui sont attendues par l'État. Donc, nous allons faire notre travail de la façon la plus objective possible. En signant l'accord programme, je pense que les autorités togolaises nous permettent effectivement de faire. Ils ont vu nos objectifs, nos statuts, les rapports d'activité de ce que nous avons déjà fait. Ils les ont certainement lus. Donc, nous n'avons pas de raison de penser que l'image que le pays peut avoir ou non va avoir un effet sur notre travail. Est-ce que les moyens dont vous disposez pour faire votre travail sur le terrain consistent seulement
à envoyer des rapports au niveau des Nations Unies et s'arrêter là, ou bien au-delà donc des rapports que vous envoyez, il y a encore des actions que vous menez sur le terrain et pour que au niveau des droits de l'homme, il puisse avoir de l'amélioration. Ah oui, nous faisons des actions sur le terrain. Dans ma présentation de notre mission, j'ai dit en amont et en aval du passage du pays devant le comité des droits de l'homme. Donc d'abord en amont, nous réunissons les défenseurs et nous les formons sur la nécessité d'utiliser ces instruments internationaux pour interpeller leur gouvernement. Le gouvernement togolais, par exemple, tout le monde le sait, passera le mois prochain à l'examen périodique universel. Donc le travail que nous faisons consiste déjà à réunir les défenseurs pour leur expliquer que c'est... Vous y serez? Certainement, certainement. Voilà, en octobre, on sera à Genève, effectivement, pour expliquer au Conseil des droits de l'homme, cette fois-ci, je reviendrai peut-être sur les distinctions, qu'il y a des défis au Togo en matière de défense des droits de l'homme. On doit soulever les points. Chaque État est soucieux de ce qu'on peut appeler sa respectabilité sur le plan international. Donc, faire relever les défis est un problème pour l'État. Et donc, nous les formons, les défenseurs, nous rencontrons des missions diplomatiques. Mais le travail le plus important, c'est surtout le travail de suivi. C'est-à-dire qu'une fois qu'un État va à Genève et qu'on lui fait des recommandations, cet État revient et a l'obligation de mettre en œuvre les recommandations. Ce que nous on fait, c'est qu'à l'intérieur de l'État, nous sensibilisons les citoyens sur le fait que, à l'interne, votre gouvernement vous disait que tout va bien, mais voilà les failles qui ont été soulevées au niveau international. De sorte que la société civile, les médias, puissent interpeller le gouvernement sur la nécessité de faire des avancées. Ce que nous faisons aussi, je crois que je l'ai dit pour le cas du Bénin, nous amenons depuis Genève des membres du comité des droits de l'homme qui vont venir rencontrer les différentes autorités et les interpeller. Et je puis dire que les précédentes missions qu'on a eu à faire à l'étranger ou au Togo m'amènent à penser que chaque fois qu'une mission arrive, les autorités prennent la mission au sérieux et sentent la nécessité de rendre compte des évolutions qui sont faites. Et je pense que la meilleure chose qui peut arriver effectivement dans un pays, c'est de sentir que les autorités savent quand même qu'il y a un compte rendu à faire à des instances données. Et que si vous faites bien les avancées, ça va être salué. Et que si vous les faites mal, ça va... Est-ce qu'il vous appartient de faire des propositions aux États en fait de corriger un certain nombre de manquements que vous observez? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore des problèmes qui sont là, que vous soulevez par exemple pour le Togo. Alors, quelles sont les propositions que vous faites à l'État pour que cette situation-là puisse s'améliorer avant que vous alliez donc au niveau de l'international pour rendre les rapports? Est-ce qu'il y a des propositions que vous faites concrètement sur le terrain, au niveau donc des gouvernants et autres? Bien sûr. Première chose, en droit international, tous les États disposent du principe de la souveraineté. Et c'est important, vous savez, on est en Afrique, je pense que ce n'est pas compliqué à comprendre. Dans un pays ou bien en Afrique, dans nos communautés, les aînés, par exemple, on a un grand respect pour eux. Quand il fait quelque chose qui n'est pas mauvais, tu ne viens pas le lui dire en public. Donc de la même façon, les États doivent être respectés au niveau international. Mais en fonction de ce même principe de la souveraineté, l'État va librement adhérer à un traité international. Personne ne vous a obligé à venir adhérer au traité. Si vous adhérez au traité, ça veut dire que vous vous obligez à le respecter. Ce que nous on fait, c'est que lorsque nous analysons la situation des droits de l'homme et que nous constatons des failles, nous approchons les États dans le cadre du processus du plaidoyer d'abord. Et nous faisons les remarques. Mais je dois avouer que, en ce qui concerne le Togo, il y a un certain nombre de domaines où on a l'impression que notre État est sourd. L'impunité... Dans le domaine de la lutte contre l'impunité. Vous n'avez pas analysé un peu pourquoi est-ce qu'il y a certaines réticences au niveau de certains points que vous soulevez et qu'on n'arrive toujours pas à les régler? Vous n'avez pas fait une analyse pour voir pourquoi, sachant très bien que ce sont des problèmes que vous soulevez et qu'aux yeux de l'opinion nationale et internationale, ces problèmes-là, ils ne doivent pas exister, mais ça continue. C'est par exemple ce qu'on est en train de reprocher tout à l'heure au préfet de Baza et qui interdit donc les manifestations. Pourquoi est-ce que ça continue alors que vous faites des propositions pour dire aux yeux de l'opinion internationale que ce n'est pas bien, essayez de corriger, mais pourquoi est-ce que ça a la vie dure et que ça n'arrive pas à changer? Vous n'avez pas fait une analyse à ce niveau-là? Monsieur Agbo, j'ai eu la chance, vous le savez, puisque vous avez été mon patron quand j'étais journaliste, j'ai eu la chance de travailler comme journaliste et comme vous tous, je connais bien la situation au Togo. Et vous savez que malheureusement, nous avons un régime qui n'est pas trop loin des autres régimes qu'on rencontre en Afrique, qui sont soucieux de conserver le pouvoir d'État et qui malheureusement ne se gênent pas de porter entorse à un certain nombre de principes et qui malheureusement ne se gênent pas
de demander des comptes lorsque effectivement on voit qu'il y a un certain nombre de leurs partisans qui sont en marge des règles que nous nous sommes donnés tous ensemble. Montesquieu avait si bien, Jean-Jacques Rousseau, pardon, à travers le contrat social, a montré que lorsque nous sommes ensemble, nous nous donnons des règles. Et nous nous obligeons à respecter ces règles-là. Il se fait que dans notre pays spécifiquement, je parle en tant que Togolais, tout le monde ne respecte pas ces règles. Il semble qu'il y en a qui ont des privilèges, il semble qu'il y en a qui sont obligés à subir la loi des autres. Donc, la réponse à votre question, elle se résume dans le fait que notre État n'est pas résolument engagé à construire un État de droit où tous sont sous l'autorité de la loi, où tous sont égaux et où les pouvoirs sont véritablement séparés. Et donc à partir de ce moment, si vous avez dirigé un service pendant des années et que vous avez compris que d'autres qui ont commis des forfaits, on ne leur a pas demandé de rendre des comptes. Vous aussi vous êtes là, donc moi je pense que c'est le sentiment d'impunité, c'est la nécessité, le désir, pardon, de conserver le pouvoir, de ne pas favoriser les règles de gouvernance qui amène un certain nombre de personnes, effectivement, à se dire, au nom de la force, nous sommes là, nous y restons, et nous ne sommes pas forcément obligés de faire des ouvertures, y compris justement en restant sous un certain nombre d'appels de la communauté internationale. Oui, moi je veux revenir sur le CCPR. Rapidement. Le mode opératoire, est-ce que c'est juste la production de rapports? Parce que c'est de ça que vous n'avez fait que parler. J'ai parlé, 1, du fait que nous produisons des rapports. 2, nous amenons les défenseurs des droits de l'homme à Genève pour qu'ils comprennent qu'ils ont un pouvoir. Il faut être là-bas pour savoir comment est-ce que vous pouvez influencer sur l'action des gouvernements. 3, et c'est la troisième étape importante, lorsque le comité formule des recommandations, nous venons dans l'État. Et nous surveillons la mise en œuvre des recommandations. Il y a un mécanisme, par exemple, que je vais résumer, que le comité applique, que je résume ainsi. Lorsque, une fois que des recommandations sont faites, vous avez mis en œuvre ces recommandations, vous avez la note A. Lorsque les recommandations sont faites, vous avez mis en œuvre l'essentiel des recommandations, mais il y a quelque chose qui reste, vous avez la note B1. Lorsque vous avez pris de petites mesures et que l'essentiel, vous ne l'avez pas fait, vous avez B2. Lorsque vous n'avez rien fait, vous avez C. Lorsque vous, au contraire, prenez des mesures, un peu un pays comme le Tchad, il lui a été recommandé d'abolir la peine de mort. La peine de mort a été abolie dans les faits. Maintenant, non seulement le Tchad n'abolit plus la peine de mort, mais le président Déby veut introduire une loi pour que dans le domaine du terrorisme, la peine de mort soit rétablie. Oui, ça, on lui donne la note. Oui, ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, il ne faut pas annoncer un résultat que vous n'êtes pas en mesure d'obtenir. Lorsqu'un État est là et que vous êtes en face de l'État en tant qu'organisation de la société civile, ne donnez à personne l'impression que vous pouvez contraindre l'État. Non, ce que je veux comprendre, c'est ça, qu'on ne va pas s'attendre à voir le CCPR, par exemple, dénoncer un certain nombre de faits, de bavures ou encore de non-respect de certaines dispositions au Togo de façon concrète, mais juste les rapports et l'assurance. Est-ce que vous ferez le même travail que la CDH, mais c'est différent? Le temps passe, mais bon, rapidement, on va voir. Dans un premier temps, non, nous allons dénoncer s'il y a des violations des droits de l'homme. Le CCPR, dans le cadre de son mandat, peut dénoncer. Je veux juste être sûr. Oui, non, le CCPR, on l'a fait par le passé, et dans d'autres pays, on le fera, et lorsque la situation l'exigera. Non. Le bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme était une instance des Nations Unies, avec une machine lourde, avec beaucoup de ressources. Le CCPR Centre, c'est une ONG internationale, un peu comme Amnesty International, un peu comme Human Rights Watch. Mais qui a aussi beaucoup de moyens. Le CCPR Centre a les moyens de sa politique. Voilà. Alors, rapidement, une dernière question avant de CCPR. Pouvez-vous nous faire une petite évaluation de la situation des droits de l'homme au Togo à l'heure où nous parlons? Alors, je pense qu'indirectement, j'ai fait cette évaluation. Je pense que au Togo, aujourd'hui, le défi principal qu'il y a à relever, c'est de mettre en place des institutions qui peuvent, lorsque cela est utile, défendre les droits de tout le monde et mettre tout le monde au même niveau. Il y a des avancées en matière de liberté d'expression, en matière de liberté d'association. Et il y a une avancée importante, c'est qu'aujourd'hui, nous les défenseurs, lorsque nous voulons aller vers l'État, je pense que nous en avons la liberté et ils nous reçoivent bien. Par contre, dans le domaine de la lutte contre la torture, dans le domaine de la lutte contre l'impunité, dans le domaine de la garantie des droits des victimes de violations de droits de l'homme, l'État togolais a été condamné plusieurs fois au niveau international, mais on n'a pas eu l'impression que
tous les dédommagements ont été donnés aux victimes. Les victimes de 2005 sont dans une situation qui me préoccupe particulièrement, dans la mesure où il y en a qui sont mortes, il y en a qui ont perdu. J'ai reçu encore au bureau quelqu'un dont on a cassé toute la maison. Et face à ça, on a comme l'impression que l'État se tait et l'État ne veut rien faire. Et à la limite, l'État fait du dilatoire, dans la mesure où on nous a parlé dans un premier temps de la CBJR, ensuite on nous a parlé du livre blanc qui devait accepter les recommandations de la CBJR, ensuite on nous a parlé du HCRUN. Lorsque le HCRUN est installé, on se demande jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ce HCRUN est véritablement opérationnel? Donc moi je pense que les Togolais, moi je vais les exhorter. Je suis arrivé sur votre antenne avec j'en parle souvent, le programme du chef de l'État lorsqu'il devait se faire élire. Et il dit, je m'engage, il dit, mon projet est articulé entre l'existence de la consolidation et d'approfondissement de l'action publique et la nécessité d'avancer. Je fais de la démocratie un élément fondamental de mon action. Et j'ai pas eu le temps de tout relire. Mais lorsque notre chef d'État dit qu'il fait de la démocratie un élément fondamental et qu'on ne voit pas une HAC véritablement indépendante, on ne voit pas une CNDH véritablement indépendante, on ne voit pas une cour constitutionnelle véritablement indépendante, les citoyens doivent l'interpeller. Une CENI véritablement, les citoyens doivent d'autant plus l'interpeller que le chef de l'État, à travers différents discours, a dit nous allons avancer, nous allons faire des réformes. Je reviens sur cette question des réformes parce que c'est la parole publique qu'on est en train de mettre en doute. Lorsque le premier d'entre nous parle, et lorsque votre papa parle, il prend un engagement, et que des années après, vous constatez que même lui n'accorde pas de l'importance à son engagement, ne soyez pas étonné que les enfants à l'école trichent beaucoup. Ne soyez pas étonné que dans la rue, lorsque les gens violent les feux rouges et qu'on veut leur faire le reproche, ils soient étonnés eux-mêmes. Donc, moi j'en appelle enfin à ce que les prescriptions de la constitution de notre pays qui demandent que le chef de l'État déclare ses biens. On a obligé les agents de l'OTR à déclarer leurs biens. Et le chef de l'État n'a pas déclaré ses biens et puis tout le monde est à l'aise. Donc moi j'en appelle à ce que le chef de l'État a fait de bonnes actions certes, mais en termes d'exemplarité, montre véritablement la voie pour que notre pays soit à l'abri de ce qu'on voit en RDC, soit à l'abri de ce qu'on voit au Gabon. Qu'est-ce qui se passe au Gabon? Ce qui se passe au Gabon, c'est qu'il y a une mésentente entre les acteurs politiques. Et on n'est pas certain d'avoir un arbitre véritablement juste et véritablement équitable. Dites-moi au Togo, si la Cour constitutionnelle du Togo se retrouvait dans la même situation, est-ce que les gens lui feraient confiance pour prendre une décision? La réponse est non. Donc moi j'en appelle à ce que les citoyens interpellent, chaque fois que de besoin, le chef de l'État, pour qu'on nous donne enfin ce qui va nous sécuriser tous. Merci André Kagna-Fanou, on n'a plus le temps de vous laisser le mot de fin, vous avez tout épuisé. Merci à Sylvio Kombe, merci à Basile Ago. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Talk de ce 21 septembre 2016 achève ici. Et merci d'avoir suivi. On se retrouve vendredi pour un nouveau numéro. Une pensée spéciale à nos amis de la présidence civile de Lomé. Courage à vous et merci pour votre fidélité.